Bonjour à tous et bienvenue. On va rester encore 2 petites minutes à patienter, pour commencer ce webinaire, le temps que le maximum de participants puissent, se connecter. Donc, profitez, prenez un café et on va démarrer dans 1 ou 2 minutes. Le chat, bien sûr, reste accessible, tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. Hésitez pas à poser toutes vos questions. Si nécessaire, j'interviendrai auprès de Lionel et de Serge pour pouvoir, poser les questions en direct et on se réservera bien sûr, un temps de questions-réponses à la fin. Donc encore une petite minute de patience et on va démarrer. Donc, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Donc dans ce webinaire CCLD nomination, vendre après le Covid-19, quelles sont les clés? Encore quelques secondes de patience et on démarre. Je ne me suis pas présentée, je suis Laure Domingo, je suis la directrice marketing et communication de CCLD. Donc je vais animer la session, poser les questions, vous permettre de réagir en live et bien sûr animer le chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bonjour à tous, je viens aussi de répondre. Allez, on y va. Alors, avec qui allons-nous partager ce webinaire autour d'un café? Nous avons donc Serge Papot, qui est le président fondateur de Nomination, qui va se présenter juste après, et donc Lionel Desor, qui est le président fondateur de CCLD. Serge, je vous laisse vous présenter en quelques minutes. Donc, j'ai co-créé Nomination il y a un certain temps, il y a plus de 10 ans, on va dire. C'est comme les vieilles dames, on ne donne pas leur âge. Et Nomination est une plateforme de business intelligence qui permet à des commerciaux d'entreprises de trouver des nouveaux clients. Pour faire simple. Voilà. Très bien. Merci Serge. Lionel? Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Lionel Desor, je suis le président fondateur du groupe CCLD, qui est un groupe de recrutement dit augmenté de talents commerciaux. Donc, nous recrutons, mais pas que des commerciaux. On forme également des commerciaux, des managers commerciaux. On accompagne nos clients également sur leur stratégie d'image employeur et d'acquisition de talents. Et je l'annonce à nos clients présents en avant-première, le CCLD vient de rejoindre le groupe Actuel Leader. Il y a on va parler de vendre après le Covid. Il se trouve que CCLD vient de s'adosser au groupe Actuel Leader, qui est un groupe de travail temporaire et de solutions ressources humaines leader en France sur le marché français international, puisqu'ils sont présents également en Europe. Voilà. Très bien. Donc, nous élargissons notre offre désormais. Tout à fait. Bravo. Merci à tous les deux pour cette présentation. On parlait dans le titre de ce webinaire du Covid-19 et de l'impact sur la vente, sur l'acte de vente. Donc Lionel va nous en glisser quelques mots autour de ce sujet bien particulier. Effectivement, on le vit tous, on l'a tous vécu. Et donc particulièrement, l'acte de vente et le côté commercial et vendeur a été particulièrement impacté pour plusieurs raisons. Lionel, c'est pour toi. Pardon, excuse-moi. Donc, effectivement, vous l'avez tous vécu pendant ce confinement. La relation client, le marketing, le commerce, tout ça a beaucoup évolué. En tout cas, nous avons dû les uns les autres tous et toutes nous adapter. Beaucoup d'entreprises. Alors, j'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais je suis également président délégué des DCF, des dirigeants commerciaux de France, pour le Grand Paris, qui réunit des entreprises du CAC 40, du SBF 120 et des PME et startups. Et on a pu en faire le constat tant au niveau de CCLD qu'au niveau des DCF. L'acte commercial a été véritablement chamboulé pendant la période, et cela demeure. On a pu constater l'émergence évidemment des actes de relations à travers le digital, le développement de l'ensemble des outils digitaux. On a nous-mêmes été
amené à revoir notre organisation commerciale et nos relations avec nos clients et prospects, comme on le fait aujourd'hui à travers ce webinaire. On en a multiplié certains pendant la période. Et donc, on a beaucoup d'entreprises ont été amenées à revoir leur mode de fonctionnement en mettant tantôt leurs équipes en chômage partiel, tantôt en les remettant en action sur le terrain, mais avec la nécessité de revoir leur action et de revoir leur mission et de remettre, et c'est là l'enjeu, en tout cas le thème de notre intervention, remettre de l'humain autour de la technologie qui nécessairement aujourd'hui s'impose à nous, mais de l'humain parce que les relations humaines n'ont jamais été aussi précieuses et importantes que pendant cette période et encore aujourd'hui au lendemain de cette période. Tout à fait, exactement. Et au final, Lionel, par rapport à ce que tu dis sur le côté humain, pourquoi, selon toi, remettre l'humain au cœur? Est-ce que quelque chose a changé du côté des décideurs B2B? Est-ce qu'ils ont des craintes, des choses qui vivent plus fortement qu'avant? Oui, clairement, ça on a pu l'observer, tous les baromètres le disent, les décideurs économiques ont des craintes pour l'avenir de leur entreprise. Aujourd'hui, on vit dans une réelle incertitude quant à l'impact de la crise. Et donc, évidemment, nos clients, à toutes et tous, ont des craintes pour demain et donc ont tendance, vous l'observez sans doute, à remettre pour demain un certain nombre de leurs projets, à remettre en question un certain nombre de projets, à se demander s'ils seront toujours en capacité de les mener et à jouer de l'attentisme pour prendre leurs décisions. On a aussi des sujets autour des budgets. Clairement, beaucoup de budgets ont été contraints. Évidemment, les budgets et les frais de déplacement ont été divisés par 3, 4, voire plus dans beaucoup d'entreprises, mais pas que. Face à cette incertitude, il y a un vrai questionnement de la part des dirigeants quant au fait d'engager des budgets. Et donc, il va falloir véritablement s'adapter à cette contrainte, avec vraisemblablement, on peut l'imaginer, une émergence d'offres discount et d'approches très concurrentielles, très agressives de la part de nos concurrents respectifs, de vos concurrents respectifs, pour essayer de prendre les quelques marchés ou les marchés qui s'offriront à eux. Donc, on a des problématiques de vision, on a des problématiques de budget, on a aussi des questions de priorité pour les acheteurs, pour les DRH, pour les DICO, pour tous les profils. On navigue un peu à vue et les priorités d'hier sont plus celles d'aujourd'hui, les priorités d'aujourd'hui pas forcément celles de demain. Donc, de grosses difficultés à organiser son action commerciale, à prioriser son action commerciale. Et puis, le dernier point de préoccupation, c'est quitte à, quand on ne sait pas vers quoi on va, quand on ne sait pas, quand on maîtrise pas son budget, quand les priorités finalement varient au gré de l'actualité économique, ou sanitaire, il y a un enjeu encore plus fort de valeur ajoutée. Et quand on achète une prestation de service ou un produit, on va s'attendre à ce que ce produit nous apporte un véritable gain, que ce soit un gain de temps, un gain de productivité, ou nous permette d'envisager l'avenir avec plus de valeur ajoutée. Tout à fait. Et du coup, concrètement, quand on est décideur B2B, qui sont certainement vos interlocuteurs à tous les participants de ce webinaire, forcément, qui dit décideur B2B dit que on attend aussi des choses de la part des commerciaux qui nous contactent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'un décideur B2B peut-il attendre d'une relation humaine, si on peut dire, avec un commercial, un vendeur, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais il y a déjà un facteur qui est clé, c'est le facteur temps. Aujourd'hui, le temps des décideurs est clairement compté.
Il faut à la fois faire preuve de transparence, instaurer une relation de confiance et aller à l'essentiel pour favoriser la prise de décision. On sait que 63% des décideurs sont sensibles à la valeur ajoutée que peut leur apporter une offre de service. Et que notamment dans l'univers B2B, le nombre d'intervenants dans un process de décision est au nombre de 6 personnes en moyenne. Donc, on a une véritable nécessité d'identifier très vite les interlocuteurs cibles. Ça, je pense qu'on va en parler tout de suite, tout à l'heure avec Nomination. Mais aussi et surtout d'être efficace dans l'approche, d'être efficace aussi en apportant des arguments qui vont valoriser votre offre en ce qu'elle peut apporter de différent. Les décideurs sont clairement sursollicités. Je pense que, comme moi, vous recevez tous les jours des tonnes d'emails, des tonnes d'emails de marketing automation, où on sent bien que derrière cette approche, il y a souvent plus une machine qu'un humain, et puis on en a des quantités astronomiques. Donc il y a besoin effectivement d'efficacité, il y a besoin de valeur ajoutée, que ce soit en communication écrite comme à l'oral. Il faut apporter et faire la différence. En apportant des éléments de contexte et en connaissant son client. Et puis, on a besoin aussi, de plus en plus, les décideurs ont besoin de personnalisation, besoin d'être accompagnés par des gens qui les connaissent et qui soient capables donc qui les connaissent dans leurs attentes, qui les connaissent aussi dans leur structure, dans leur positionnement, dans leur stratégie, et ce afin de leur apporter une offre qui soit véritablement fiable et pertinente. Le tout avec un accompagnement qui doit être permanent, puisque les décideurs aujourd'hui peuvent tout acheter sur le web. On peut quasiment tout acheter en se passant d'un commercial. Donc le commercial doit retrouver une place à valeur ajoutée auprès de son client. Et ça se joue dans sa connaissance, dans la personnalisation de son offre, dans le fait de marquer un tempo qui soit efficace, et surtout dans la qualité de l'accompagnement qu'il va pouvoir lui apporter, qui va faire la différence entre ce que finalement l'acheteur va pouvoir obtenir seul sur son PC, ou en étant accompagné par votre entreprise et son commercial. On a une question d'Horace, du coup, qui vous concerne tous les deux. Donc, je vais la poser à Lionel, puis ensuite, Serge, bien sûr, vous pourrez réagir. Une question d'Horace qui nous dit: ne pensez-vous pas que le futur sera changé avec de plus en plus de travail effectué en visioconférence et moins de déplacements? L'avantage de pouvoir gérer plus de dossiers car moins de temps en déplacement, des réunions en face à face moins fréquentes et mieux structurées. En fait, sa question, c'est, selon vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce qu'on va perdurer dans cette logique de télétravail, vente à distance, avec tous les outils digitaux qu'on connaît? C'est difficile de lire dans l'avenir, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui nous laissent à penser qu'on travaillera plus demain comme on travaille aujourd'hui. Clairement, les entreprises, nous on le voit chez nos clients qui n'avaient pas abordé les questions de négociation autour d'un accord télétravail, sont en train de le faire. On peut plus expliquer aujourd'hui à un collaborateur qu'il a nécessité d'être présent 5 jours sur 5, là où il a pu mener sa mission pendant tout ce temps sans être venu au bureau. Donc évidemment que les modes de fonctionnement, les modes de travail vont changer. Ce qui va nécessairement, effectivement, c'était le début de mon propos, remettre en question l'acte commercial. On le voit dans beaucoup d'entreprises qui vendent des produits, qui vendent beaucoup dans la vente de produits ou la représentation, où on a des commerciaux qui sont sur le terrain, qui font 60 000 kilomètres par an en faisant le tour de leur portefeuille client. Aujourd'hui, à cause des normes de distanciation sociale, à cause des normes sanitaires, beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes aux représentants, aux commerciaux, aux personnes de l'extérieur. Et donc, il y a une véritable nécessité
de repenser pour ces entreprises-là leur acte de vente, leur mode de vente, le mode de relation avec leurs clients. Et on a énormément de demandes de notre côté, de la part d'entreprises qui cherchent à restructurer leur process de vente et à le transformer vers un process de vente plus orienté sur la vente à distance. Et avec toutes les questions que ça peut poser dans des entreprises ou des secteurs d'activité qui sont très habitués au présentiel et à la proximité. Je pense par exemple au secteur des fournitures de bureaux, je pense au secteur du médical et du médicament où on a des visiteurs médicaux qui sont très présents. Je pense au secteur du bâtiment où les commerciaux sont très présents sur les chantiers et où la relation interpersonnelle est souvent très forte avec les clients. Et il faut remettre en perspective cette relation dans un mode de relation distancielle qui, évidemment, s'impose à nous aujourd'hui et s'impose, je pense, clairement comme une contrainte ou en tout cas une réalité pour l'avenir. Serge, c'est votre avis aussi? Ah bah oui, naturellement, on peut pas faire comme si cette crise était une parenthèse qui s'est fermée. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça a forcé les gens à changer leurs habitudes et s'apercevoir qu'il y a d'autres façons de fonctionner qui marchent. Donc on va rester évidemment dans quelque chose de mixte. Le full télétravail à 100% n'est pas viable, évidemment. Mais ça va beaucoup se généraliser. Nous, on a la chance de vendre quelque chose qui est dématérialisé. Donc, on avait déjà l'habitude d'avoir cette relation distancielle. Alors, pas que, mais disons que ça n'a pas été une révolution chez nous. C'était plus une adaptation qu'autre chose. On a su assez vite s'adapter et continuer. On a plutôt très bien fonctionné pendant le Covid. Et voilà, donc bien sûr, je partage. D'accord, merci à tous les deux pour cette réponse à cette question. Horace, n'hésitez pas si vous voulez rebondir à nouveau, j'interromprai Serge et Lionel sans problème. Par rapport à tout ce que Lionel a pu nous dire, finalement la logique dans cet acte de vente où la relation humaine reste au cœur, que ce soit en digital ou même physiquement, est-ce que finalement Lionel, la logique pour les forces commerciales, les forces de vente, les équipes commerciales, ce n'est pas vraiment d'être en parfaite adéquation avec les attentes des prospects et des clients? Enfin, est-ce que c'est pas juste essentiel d'être parfaitement au clair avec nos interlocuteurs quand on est en face à face ou à distance? Évidemment, la réponse impose un oui. Après, la question impose un oui. Je pense que vous l'avez sans doute observé pendant la période de confinement et le retour de nos commerciaux et des entreprises qui sont membres du réseau DCF vont aussi dans ce sens. On a passé beaucoup de temps ces dernières semaines, ces derniers mois à parler à nos clients. Mais quand je dis parler, c'est pas simplement être présent commercialement parlant, mais c'est vraiment être dans l'échange, comprendre l'autre, comprendre comment il vivait la situation. On avait tous besoin humainement aussi de s'exprimer sur ce qu'on avait ressenti, la manière dont on vivait les choses, dont notre organisation personnelle s'était mise en place autour du travail, autour de la gestion de la famille. Tout ça a été très présent. Vous nous direz tout à l'heure peut-être dans les échanges si vous l'avez vous aussi constaté, mais il y a une forme de rapprochement en même temps qu'on a eu cette forme de distanciation et qui nécessite en fait qui traduit plutôt l'attente qu'ont les entreprises, les clients et derrière la notion de client, les hommes et les femmes qui sont nos interlocuteurs cible dans les entreprises, le besoin d'être réellement écouté, entendu, ce besoin d'être compris, d'être considéré et de rentrer dans une forme de relation qui n'est plus simplement une relation de client-fournisseur, mais vraiment une relation de partenaire. Cette notion, on l'a beaucoup entendue, elle est très galvaudée, nous sommes des partenaires, mais dans les faits, on est souvent dans une relation client-fournisseur. Et on a ouvert une porte, je crois, à quelque chose de nouveau ces dernières semaines,
qui, là aussi, à mon sens, n'est pas prêt de se refermer. C'est la nécessité de se connecter et d'être connecté sur le même canal et pas qu'un canal web, mais vraiment un canal relationnel avec ses interlocuteurs pour faire du business. C'était un mode de vente qu'on connaît et qu'on pratique chez CCLD depuis longtemps. On appelle ça le social selling, mais social au sens véritablement relationnel. On pense et on est convaincu que c'est un mode de relation un mode de vente qui va se développer, si ce n'est même vraiment le canal essentiel pour les mois et années qui viennent pour performer chez les clients. Alors du coup, Horace continue à réagir. Donc il nous disait que chez Aptar, ils réfléchissent effectivement à un mix visio et face à face pour l'après-confinement, enfin l'après-Covid, je pense qu'il a voulu dire ça. Et donc là, il continue à nous dire que cette situation a vraiment changé l'acceptation, la vision de certains clients qui du coup acceptent maintenant la notion d'être à distance, de faire des entretiens ou des rendez-vous à distance qu'on n'avait pas forcément avant. Donc vraiment ce que le Covid change, ce que la crise change, c'est vraiment comme tu le disais Lionel, à la fois cette acceptation qu'on peut faire les choses à distance, mais aussi du fait que la relation humaine est juste clé, est juste essentielle, et qu'il est important de se mettre sur le même canal. Parfait. Magnifique transition. Merci Horace. Du coup, concrètement, puisque au final, c'est la question qu'on va vous poser à tous les deux, que ce soit Lionel ou Serge. Ok, parfait pour être en parfaite adéquation. Je pense que tout le monde est ok là-dessus. Mais du coup, comment on peut faire? Quelles sont les clés quand on est, par exemple, DIRCO, directeur national des ventes ou directeur de réseau, qu'on a une force de vente avec nous? C'est quoi les clés? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de partager donc les deux regards à la fois de Lionel et de Serge. Le premier regard de Lionel, donc CCLD, autour du développement des soft skills, et le second regard de la part de Serge autour des outils digitaux, des outils qu'on peut mettre en place au service de cette relation humaine, au service de la personnalisation et de l'accompagnement des prospects et des clients. Ok, c'est à moi, alors je continue. Oui. Oui. Tu vas monopoliser la parole tout à la fin. Hein. Je suis désolé. Bon, oui, mais comme je l'ai indiqué, on s'est forgé une conviction, et je pense que là aussi on le lit partout, les soft skills, la relation humaine, le comportement, tout ça, ce sont des choses qui ont émergé. On le lisait déjà beaucoup avant sur LinkedIn et dans tous les articles de presse. On parlait de soft skills s'agissant du recrutement, évidemment du recrutement des commerciaux, mais dans toutes les fonctions. On voit aujourd'hui que le sujet des soft skills dans la vente va être véritablement, va faire la différence, doit faire la différence. Alors, ces soft skills pour la vente, nous, on en identifie trois qui sont majeurs, qui sont l'intelligence dite situationnelle, la capacité à s'adapter à une situation. On a été beaucoup amené à le faire lorsqu'on s'est retrouvé dans cette situation de confinement. On est amené à le faire quand on doit, par la force des choses, réaliser un acte commercial à distance, alors qu'on est plutôt habitué à le faire lorsqu'on est en physique. La deuxième dimension, la deuxième soft skills qu'on imagine et qu'on identifie comme clé, c'est la dimension relationnelle. Et donc la capacité à rentrer en relation avec l'autre. Et puis la dernière dimension, on appelle ça l'intelligence émotionnelle, derrière laquelle on va retrouver les notions d'enthousiasme, d'engagement, dans la capacité à vraiment impliquer son client, se mettre en connexion et pour l'embarquer et l'amener vers une prise de décision dans un contexte dont on a déjà parlé, qui est complexe, qui est incertain, qui amène à des changements de priorité. Ce sont vraiment ces trois dimensions qui vont permettre d'engager ses clients et ses prospects. Et c'est vrai que si on entend beaucoup parler des soft skills, on a parfois beaucoup de mal à mettre des termes derrière cette notion et surtout à identifier comment les développer et comment monter en compétences. Finalement, on sait monter en compétences sur de la technique de vente, on sait monter en compétences sur des produits, sur des services, sur la technicité de ces produits et services.
il paraît beaucoup moins évident de monter en compétence sur ces trois dimensions-là, ou plus exactement d'une manière générale, sur comment finalement moi je change mon comportement pour être plus performant et pas simplement changer ma technique, changer mon savoir-faire, mais vraiment changer mon savoir-être. Et donc ça a été un point qu'on a identifié, une demande très forte de la part de nos clients. Je disais tout à l'heure qu'on avait été très sollicités. On a eu l'occasion de former plusieurs centaines de commerciaux et de managers commerciaux ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment aidés par le dispositif de FNE, qui est un dispositif d'État qui permet aux entreprises d'investir dans la formation sans que la formation ne leur coûte 1 euro, pour favoriser justement la transformation des métiers, la montée en compétences des collaborateurs. Et dans le cadre de ces formations, on a été amené à travailler justement sur comment développer ces soft skills avec une contrainte finalement qui était la même pour nous que pour vous face à vos clients, c'est d'arriver à gérer ces formations et ces montées en compétences à travers l'écran et à travers une relation virtuelle. Donc, c'est ce qu'on a mis en place et c'est ce qu'on déploie dans le cadre d'un dispositif de formation sur la vente à distance qui permet de comprendre et d'appréhender son style de vente grâce notamment à une méthode que vous connaissez peut-être qui s'appelle le DISC, la méthode des couleurs, qui permet en fait d'identifier son profil comportemental, de comprendre quelles sont ces dominantes couleurs. Alors, on parle du rouge, du vert, du bleu, du jaune. Tu peux nous donner un exemple? Avec des comportements associés, par exemple une orientation très forte vers les résultats pour la couleur rouge, une dimension sociale et très forte par exemple pour les jaunes, un besoin d'exister, un besoin de briller. Voilà, on a tous chacun une couleur dominante. Et puis, on a ensuite des couleurs secondaires qui, elles aussi, influent notre comportement. Et avant d'imaginer progresser sur ces soft skills, il faut déjà bien appréhender son mode comportemental. Et derrière ce mode comportemental aussi, quels sont mes moteurs, quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui me fait avancer et comment finalement j'oriente mes actions. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre de ces modules. On travaille d'abord sur bien comprendre, permettre aux individus qui sont dans ces cycles de formation, qu'ils soient commerciaux ou managers, de comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent, quels sont leurs moteurs, pour ensuite mieux comprendre et mieux appréhender le profil de son interlocuteur. Donc, on découvre qui on est, on découvre ses différents styles comportementaux et puis ensuite on essaie de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne ce système avec les couleurs et quels sont les indices qui vont me permettre, dans l'échange que je vais avoir avec mon interlocuteur, de comprendre quels sont à lui aussi son style comportemental, potentiellement donc son style d'achat et sa manière de fonctionner, ses moteurs. Et tout ça dans un seul et unique but, c'est améliorer la communication et améliorer son impact commercial. Et ça marche aussi bien dans la vente que ça marche dans le management. On est plus efficace quand on se connaît soi-même et qu'on connaît ses collaborateurs. On est plus efficace quand on connaît bien son client et qu'on se connaît soi et qu'on est en capacité du coup de s'adapter à l'autre. C'est pas l'autre qui va s'adapter à nous, c'est bien nous qui devons nous y adapter. Et plus on sera en connexion avec lui, et plus on pourra se faire comprendre de lui, et plus on aura de chances de le séduire et d'emporter son adhésion sur ses propos, sur ses produits, sur ses services. Donc clairement, les parcours de formation autour du langage des couleurs chez CCLD permettent comme tu le disais, de bien comprendre l'interlocuteur qu'on a en face. Si on donne un exemple précis, je vais prendre la couleur rouge, qui est, sans rien dévoiler, ta dominante.
Lionel, c'est quelqu'un qui va aller droit au but, qui veut des résultats assez rapides. Donc l'idée de la formation, c'est de pouvoir accompagner les collaborateurs ou le vendeur pour pouvoir mieux appréhender à l'oral ou à l'écrit sa communication pour arriver à être sur le même canal, le même mode et que les résultats soient là. C'est-à-dire que si on s'adresse à un rouge en mode je sais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas fait, ça va pas lui plaire. Donc en gros, la formation aide vraiment à accompagner les collaborateurs, les vendeurs, les commerciaux dans cette démarche pour utiliser finalement les bons canaux pour parler à ce rouge, en l'occurrence qui est Lionel. Mais pas que. Il y a aussi des verts et il y a aussi des bleus et Tout à on a fait. tous effectivement des attentes différentes. Un bleu va être très centré sur les chiffres, sur le process, l'organisation. Il a besoin qu'on lui apporte des éléments très concrets. Et donc, effectivement, on va pas s'adresser à un interlocuteur rouge comme on va s'adresser à un interlocuteur bleu, par exemple. Et c'est vrai pour les jaunes, c'est vrai pour les verts. Et c'est une méthode qui a le mérite de simplifier. Elle est simple, mais elle n'est pas du tout simpliste. Lorsqu'on démarre cette formation, on commence par faire son profil couleur et son profil disque. Le résultat de ce profil, c'est un rapport qui fait une 60aine de pages, qui ne peut être analysé et débriefé que par un consultant qui a été certifié et qui a une formation et une expérience assez forte de l'analyse de ces thèses. Donc, c'est quelque chose qui est très pointu, mais qui a le mérite de simplifier vraiment l'approche comportementale. C'est justement fait pour les commerciaux, pour les managers, pour faciliter leur quotidien, comprendre très facilement qui ils sont et comment fonctionnent leurs clients. Donc le parcours concrètement que l'on propose justement donc pour travailler sur la vente à distance, pour améliorer ses performances commerciales dans cette nouvelle donne qui est la relation commerciale distancielle. Ça commence par la passation de son test pour mieux se connaître. Et puis ensuite, on va identifier et comprendre les différents styles de comportementaux pour mieux identifier les dominantes de son interlocuteur. Donc ça se fait en format e-learning. On a développé avec notre partenaire TTI, qui est l'éditeur du test DISC avec lequel on travaille, un outil full digital qui permet de gérer ça en distanciel et à son rythme. Ce qu'on appelle du sans couture en termes de formation. On passe du distanciel, on retourne travailler, puis on revient et on se forme vraiment quand on peut et quand on en a le temps. Et c'est vraiment très facilitant. Et puis ensuite, on a des classes virtuelles où là, on va travailler vraiment sur des cas concrets pour comprendre comment s'adapter, comment adapter son langage et comment performer, que ce soit à l'oral, parce que derrière la webcam, on parle beaucoup, on échange, mais aussi à l'écrit, parce que quand on a fini le webinaire, quand on a terminé l'échange visio avec son interlocuteur, on passe ensuite souvent dans des formats de propositions et d'échange de mails. Et là aussi, c'est très important de pouvoir adapter son style d'écriture en fonction du comportement et des attentes de son lecteur. Très bien. Et du coup, l'ensemble de ces parcours de formation, avant de laisser la parole à Serge sur les outils digitaux possibles, chez CCLD, au travers de la période qu'on a vécue, on a pu former 350 commerciaux, managers et ou vendeurs depuis avril. Et ce qui nous importait, c'était vraiment le côté utilitaire de ces formations, enfin, d'avoir des résultats concrets rapidement. Et donc, pour ne citer qu'un dernier chiffre, 97% des participants à ces formations à aujourd'hui ont estimé avoir des solutions directement concrètes et applicables. Et pour la petite histoire, nous avons tous été aussi formés, bien que nous connaissions tous très bien chez CCLD le langage des couleurs. Et clairement, l'ensemble des collaborateurs ont aussi apprécié cette remise à niveau, entre guillemets, autour du langage des couleurs pour vraiment travailler dans le concret, que ce soit en relation client, en prospection, en vente. Donc, c'est plutôt un parcours de formation très utile. Tout à fait. Alors, je vois que... À moins qu'il y ait des questions sur le sujet. Non, pas de questions pour l'instant.
Donc Serge, je vais vous laisser prendre du coup la parole sur les outils digitaux liés à la nomination. Et qu'est-ce que concrètement on peut faire pour être dans cette relation humaine et surtout bien travailler son aspect prospection et ou relation client. Eh bien, c'est vrai qu'avec comme tu disais, Lionel, tout à l'heure, avec le distanciel, la relation est encore plus importante. Et il devient indispensable avant d'approcher quelqu'un, de ne pas tirer au hasard, entre guillemets, de ne pas faire de prospection à froid ou dans le dur. Donc, il faut connaître l'environnement du décideur, il faut essayer de deviner quels sont ses sujets du moment, il faut comprendre dans quel contexte évolue l'entreprise en ce moment. Donc, il faut être beaucoup plus dans la logique, à mon sens, entre guillemets, de pêche au harpon. Donc, de vraiment cibler les bonnes personnes. Nous, c'est un peu l'ADN de l'entreprise, c'est de faciliter la vie aux commerciaux en leur permettant d'approcher les décideurs au bon moment. Donc, on a on est une sorte de radar et on détecte des signaux, des opportunités de prise de contact avec des décideurs, soit parce qu'il y a une actualité sur le décideur, soit parce qu'il y a une actualité sur l'entreprise sur laquelle vous avez quelque chose de pertinent à raconter au travers de vos offres. Donc, ça, c'est le premier volet, identifier les prospects qui bougent encore. Donc, là, l'idée, c'est pas de taper au hasard, c'est de cibler au plus juste. Et puis, une fois qu'on a ces signaux, il faut trouver trouver la bonne personne avec les bonnes informations le concernant pour ne pas perdre de temps. Et puis, il y a une autre façon, un autre axe qui est hyper important, c'est de capitaliser sur son réseau personnel, le réseau de son entreprise. Et je vais y venir juste après avec les Parfait. quelques slides qui illustrent ce que je viens de vous Tout raconter. à fait. Pour l'identification des prospects qui bougent encore, donc c'est la slide que je viens de passer. Donc, là, le but, c'est de permettre à un commercial de personnaliser un flux qui va faire qu'il va contacter des gens sur lesquels il va pouvoir rebondir, soit parce que la personne vient d'arriver dans l'entreprise, soit parce qu'elle a été promue, donc ça, c'est les nominations. On détecte, alors en ce moment, c'est un peu particulier, mais il y a un signal qui marche très bien chez nos clients, c'est la prise de parole dans les conférences. Donc, quand vous vendez un logiciel de paye à un DAF et que dans une entreprise sur laquelle vous êtes en négociation, le dossier traîne, et il se trouve que ce DAF est intervenu il y a 2 jours ou va intervenir dans une semaine dans une conférence sur tel sujet, vous avez l'opportunité en or pour lui parler de ces sujets à lui, puisque vous les connaissez au travers de son intervention, et une opportunité de prendre contact avec lui, toujours en partant de lui, c'est ce que disait Lionel tout à l'heure, et non pas en partant de vos offres. Donc, on est dans une logique de vente conseil et pas de vente produit. Donc, les interventions conférences sont un signal hyper intéressant et qui marche très bien pour créer du lien. Et puis, il y a toute une série de signaux sur les boîtes. Ça peut être des boîtes qui lèvent des fonds, qui investissent en R&D, qui recrutent, qui se développent à l'international. Donc, nous, on a une quinzaine de signaux. Et donc, la finalité de tout ça, c'est de trouver les bons moments de prise de contact. Je pense que tous les commerciaux qui sont dans la salle, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, ont tous vécu, j'arrive soit trop tôt, soit trop tard. Là, l'idée, c'est d'arriver justement Au bon moment. au bon moment avec, avec la clé qui permet d'ouvrir la porte. Très bien. Et du coup, ensuite, pour pouvoir, ce que vous disiez, parce qu'en fait, on a une question de Catherine, on y reviendra dans 2 slides sur la notion d'ambassadeur. Juste avant, vous disiez tout à l'heure qu'il était nécessaire d'identifier les bons décideurs. Donc, oui, alors, en plus, quand on est commercial B2B et qu'on commence à vendre des choses qui ont un petit peu de valeur, on est tout de suite dans de la vente dite complexe. Donc, je crois que les stats disent qu'en moyenne, il y a à peu près 7 interlocuteurs dans une vente.
chez un client. Donc, on se doit d'identifier les bons décideurs sur le compte. Ce n'est pas forcément les décisionnaires, ça peut être des sponsors. On va y venir juste après avec la notion d'ambassadeur. Ça peut être évidemment les gens qui décident, ça peut être des gens qui sont influenceurs, qui sont autour. Et il faut, avant de rentrer en relation avec le compte, il faut avoir bien cartographié son compte. Les commerciaux appellent ça des plans de compte, pour identifier les bonnes personnes, les bons rôles, avant de passer à l'action. Et puis, il faut ensuite les dérouler dans le bon ordre. Tout à fait. Donc, alors ce que j'ai omis de dire là sur la slide d'avant, mais ce qui est l'approche, les canaux de prise de contact sont importants. Donc, évidemment, vous allez utiliser LinkedIn pour contacter les gens, mais bon, vous savez tous que LinkedIn, bon, c'est pas, en vrai, c'est pas une plateforme qui est faite pour faire de la prospection commerciale. C'est plus une plateforme de mise en relation, et ça a plus une ADN RH que business. Donc, ça peut très bien marcher, mais ça marche, c'est pas suffisant. Donc, nous, on propose une approche plutôt multicanal, donc LinkedIn évidemment, mail direct, mais aussi la ligne directe, donc en espérant qu'elle renvoie vers le portable en ce moment. L'assistante, pareil, avec ses lignes directes, idem, renvoie vers le portable. Et puis les conférences ou les webinars, puisque nous aujourd'hui on capte les deux, les conférences physiques et dématérialisées, qui sont à la fois des sources d'informations sur les enjeux des décideurs et sur les enjeux des entreprises, et à la fois évidemment des opportunités de rencontrer en vrai le big boss qui intervient dans la conférence. Donc, on propose, nous, cette palette un peu de canaux, et c'est en jouant sur les différents canaux, en commençant par un email. Si ça ne répond pas, je vais y aller par mail. Si ça ne répond pas, je vais prendre mon téléphone, ou je peux le faire dans l'autre sens. Enfin, ça dépend un peu de l'approche, mais évidemment, plus on a de canaux, plus ça démultiplie les chances d'arriver à parler à la personne. Parce que, comme disait Lionel, le problème, c'est le temps de cerveau disponible du décideur, c'est son temps de… Et donc, c'est des gens qui sont de plus en plus occupés. Donc, il faut arriver à les attraper au bon moment, avec le bon canal aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, nous, juste, vous pouvez, Laure, tu peux rester sur ça. Ah, pardon. C'est juste un petit commentaire. Pas de problème. Non, c'est juste un petit commentaire. Nous, on suit aujourd'hui 250 000 décideurs. Le fait qu'on tienne à jour tous les carnets nomination de la presse, des médias, de la presse éco, et qu'on ait des partenariats également avec les écoles, fait qu'on a la chance d'avoir une certaine légitimité vis-à-vis d'eux, pour leur parler et pour qualifier leur profil. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour identifier, pour avoir toutes ces informations sur eux. Voilà. Très bien. Donc, c'est de la donnée qualifiée. C'est de la donnée qualifiée. Oui. On fait à peu près entre 230 000 et 250 000 conversations par an avec des décideurs. Très bien. On n'a pas encore trouvé mieux que le téléphone pour certifier une information. On est dans cette logique de relation humaine, je crois. Donc, complètement. Donc, évidemment qu'on a plein d'outils digitaux, de machine learning, de crawling, de tout ce que vous voulez en amont, mais rien ne remplace les derniers mètres, rien ne remplace l'humain, en fait. Alors, j'ai une question de Julia pour vous, Serge, qui nous dit utilisez-vous également l'inbound marketing, donc par exemple récupérer de la data quand le prospect télécharge un livre blanc, formulaire sur notre site ou autre, et si oui ou non, que pensez-vous de ces pratiques? Oui. Alors, en fait, alors, la réponse est oui, et ces pratiques fonctionnent bien quand elles sont vraiment ciblées. Donc, le problème, en fait, de l'inbound marketing, c'est que quand c'est mal utilisé comme outil, parce que vous adressez un contenu qui n'est pas adapté à la cible, évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, ça nuit à votre réputation, ça vous blacklist, ça nuit à la réputation de votre IP. Donc, mais quand vous poussez le bon livre blanc au bon directeur de la consolidation chez Airbus, il n'y a pas de raison qu'ils prennent ça pour du spam. Au contraire, vous lui apportez de la valeur. Donc, dès lors que le message est bien gaulé, il est court, il n'y a pas d'image, etc., qu'on respecte un peu les normes B2B,
et que vous ciblez les bonnes personnes. Donc nous, on est plutôt sur de l'ultra ciblage. Hein. C'est des micro-campagnes de 50 à maximum 2-3 000 personnes. Évidemment, ça marche aussi beaucoup mieux. Alors évidemment, ça demande un peu de jus de crâne parce qu'il faut verticaliser à chaque fois avec des messages dédiés en fonction des différentes cibles, mais ça donne des résultats bien meilleurs. Et puis, on le couple avec de la relance téléphonique derrière pour maximiser le ROI. Très bien, parfait. Du coup, on va pouvoir passer à la partie qui intéressait Catherine, qui trépigne d'impatience à l'idée d'avoir la réponse, autour du fait de travailler intelligemment, de rentrer en contact intelligemment. Alors, la notion de réseau, vous êtes tous familiers avec ça, vous êtes tous sur LinkedIn, donc je vais pas vous faire un dessin. Donc, nous, la différence, en fait, par rapport à LinkedIn, c'est que on raisonne plus en termes de réseau factuel. C'est-à-dire que quand vous allez sur le profil de quelqu'un sur LinkedIn et qu'il a X contacts dans son réseau, en vrai, il connaît en moyenne entre 10 et 15% de son réseau. Parce que bien souvent, quand on est sur LinkedIn, on engrange du réseau, mais plus pour se faire du personal branding et avoir une audience, et pas forcément pour se constituer un réseau de gens qu'on connaît. Donc, quand on parle de réseau sur LinkedIn, en vrai, c'est de l'audience. C'est des audiences. C'est pas vraiment des gens qu'on connaît, mis à part évidemment quelques personnes. Mais donc, généralement, quand vous allez sur le profil de quelqu'un, vous voyez les contacts à côté, il y a 8 ou 9 fois sur 10. En fait, si vous demandez à la personne, est-ce que tu connais Xavier, jamais entendu parler. J'ai dû dire oui une fois à une demande de mise en relation. Donc nous, on a pris le problème un peu à l'envers. C'est comme on suit les décideurs depuis plus de 15 ans, qu'on a leur parcours, qu'on sait par quelle boîte ils sont passés de telle date à telle date et dans tel poste, dans telle filiale. Du coup, on a reconstitué des réseaux de connaissances qui sont, alors évidemment, on n'a pas de certitude, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas s'ils se fréquentent encore. Dans tous les cas, on a plus de certitude sur le fait qu'ils se sont croisés. Et puis on a des algos qui calculent ça en fonction de la taille de la boîte. Enfin bon, on a fait un truc assez chiadé et suffisamment pour que vous ne tombiez pas à côté quand vous faites une démarche, quand vous matchez votre réseau avec celui du décideur. Donc, on fait jouer les expériences professionnelles communes et on fait jouer également tout ce qui est camarades de promo, donc des gens qui ont fait la même école, même promo à un an près. D'accord. Et du coup, sur la notion de voilà. Alors là, c'est un peu différent. En fait, la notion d'ambassadeur, elle est vraiment, elle est vraiment intéressante. On n'est pas sur forcément des gens que je connais. On est sur, je prospecte un compte et je cherche à trouver des gens qui vont m'aider à rentrer dans le compte. Donc, moi, j'ai un client, pour ne pas le citer, Deloitte, voilà. Si chez AXA, j'ai quelqu'un qui a bossé 5 ans chez Deloitte, je ne vais pas me gêner pour l'appeler et pour lui demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pas une tare. Les gens adorent aider. Bien souvent, il faut pas hésiter à demander. Il faut avoir la bonne posture. Il faut être humble. Mais les gens aiment bien aider. Quand vous êtes un petit peu légitime, il le faut volontiers. Donc, c'est des gens qui peuvent vraiment vous aider. Donc là, l'idée, c'est d'activer des références clients pour rentrer dans des comptes. Ça, c'est le premier truc qu'on fait. Donc, nous, on calcule des points d'entrée dans le compte en fonction des références clients qu'on a codées dans la plateforme. Ça peut être des anciens collègues qui travaillaient chez Prisma Media. Bon, voilà, j'ai un ancien de Prisma qui est chez AXA. Je ne vais pas me gêner pour le contacter. Ou des gens qui ont fait la même école que moi, même topo. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément dans votre cible commerciale, mais c'est des gens qui peuvent vraiment vous donner de l'information sur le compte. Et puis, un dernier truc qui n'est pas listé sur la slide, c'est moi, j'ai vu ces pratiques-là, on le fait un petit peu chez nous aussi, c'est contacter un commercial dans la boîte. Moi, je suis commercial, j'appelle un commercial qui est un peu au même niveau que moi, il sait ce que c'est que la galère de la prospection, et je vais lui demander de l'aide. Il n'est pas forcément dans ma cible, moi je vends aux directeurs financiers,
mais peut-être que le commercial va m'aider. J'ai même des gens qui appellent des commerciaux qui ont quitté l'entreprise. Et donc là, les langues se délient un peu plus. Et il va pouvoir me donner des informations sur le compte. C'est quoi l'ambiance? Est-ce que la boîte est en croissance? Est-ce que c'est vraiment le DAF qui décide ou est-ce qu'en vrai, c'est le secrétaire général? Ah ouais, en fait, c'est le secrétaire général qui décide de tout. C'est lui le vrai décideur. En fait, c'est des gens qui peuvent vraiment vous donner des insights en activant tous ces leviers. Ok, Voilà. très bien. Alors, il y a une question qui apparaît en même temps. Alexandre nous demande, ou demande à tous les deux, vos outils, principalement à Serge, pardon, vos outils sont-ils principalement dédiés au marché français? J'ai envie de dire heureusement et malheureusement oui. Pourquoi je dis heureusement oui? Parce que ça demande évidemment pour produire cette information, pour la qualifier finement, que ce soit sur les boîtes ou sur les décideurs, les cadres, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est justement parce qu'on est concentré sur un marché qu'on met, j'ai envie de dire, le maximum d'énergie sur le minimum de surface. C'est ça qui fait que c'est de la qualité. Mais malheureusement, parce qu'évidemment, on est beaucoup challengé là-dessus. On a beaucoup de clients qui nous disent c'est super votre truc, j'ai montré votre plateforme à mon homologue anglais, quand est-ce que vous ouvrez nomination en Angleterre? Mais lancer une plateforme data dans un nouveau pays, c'est pas la même chose que lancer un logiciel. Mm. Ça demande il y a une marge d'escalier, il y a un investissement qui n'est pas neutre. Et aujourd'hui, on est en croissance sur notre marché. On est en croissance à 2 chiffres depuis le début. Donc, on manque pas de levier de développement. On a tout le temps des nouveaux projets. Je veux dire, voilà. Donc, non, malheureusement, c'est que en France. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester concentré sur un marché que vous maîtrisez. Maîtrise bien, ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, c'est encore le moment. Donc Catherine, vous remercie pour la réponse. Donc déjà, un grand merci à Lionel et à Serge pour votre intervention. En fait, ce qu'on aura vu dans ce webinaire, c'est que faire la différence quand on est commercial, vendeur, face à des décideurs B2B, on peut faire la différence, que ce soit sur la partie soft skills, développement de ses compétences, ou que ce soit avec des outils qui sont intelligents et qui permettent d'aller toper finalement la bonne donnée pour travailler, entrer en relation intelligemment avec les décideurs. Donc finalement, si je peux résumer vos interventions, avant qu'on passe quelques minutes, il nous reste 9 minutes pour les dernières questions s'il y en a. Pour résumer ce webinaire, vendre après le Covid, oui, c'est possible. Le tout étant de vraiment créer une expérience client et prospect qui soit humaine, même s'il y a les outils digitaux, comme on en a parlé, et aussi d'améliorer l'impact commercial. C'est vraiment faire la différence, que ce soit sur les soft skills et les outils qu'on gère, qui vont permettre de personnaliser, d'apporter de la valeur ajoutée et de rentrer en relation intelligemment avec ses clients et ses prospects. Est-ce que, je vois pas d'autres questions, est-ce que Lionel, Serge, vous voulez éventuellement ajouter quelque chose, de partager vos regards de chef d'entreprise sur la situation, sur la période, sur l'avenir peut-être, voilà, est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments ou des éléments clés qui vous viennent? Bon, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que tu disais, Lionel, tout à l'heure, c'est la nature des relations professionnelles qui change. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'avec le Covid, c'est un peu comme si avant, on était un peu comme une souris qui tourne dans son truc. Et puis quelqu'un a débranché la machine. Et puis tout est devenu possible. Ça laisse place beaucoup plus à l'improvisation, à la créativité. Je connais personne qui s'est anticipé au-delà de septembre, ou même au-delà de maintenant. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça génial. Moi, j'adore l'improvisation. Je trouve que c'est beaucoup plus. C'est une forme de liberté, et puis ça donne place à la créativité. Ça enferme moins dans des schémas. Et en fait, le masque, si je puis prendre cette image, le masque corporate est tombé en fait avec le Covid. Ouais. Les conversations qu'on a avec nos clients, c'est plus du tout les mêmes conversations. Enfin, c'est des conversations d'individu à individu. Alors, on parle de business, mais il y a vraiment un truc à changer. Et j'espère que qu'on va pas retomber dans le truc un peu tiède.
Mais je trouve ça, c'est vraiment, je trouve ça vachement bien. Je ne sais pas si c'est appréciable de pas avoir de vision sur l'avenir, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur bon, on n'en a jamais vraiment eu en même temps, mais pour autant, effectivement, là, c'est très incertain. Par contre, c'est vrai que je trouve que les relations business sont devenues beaucoup plus agréables pendant cette période. Et d'où l'intérêt quand on n'est pas à l'aise avec ce mode relationnel de pouvoir s'entraîner, se monter en compétences et s'outiller, je pense. Mais c'est en tout cas pour moi qui suis très dans le relationnel, je trouvais ça vraiment très bien. On sort un peu des barrières du business classique pour entrer dans une relation vraie en se donnant du temps mutuellement. Et ça permet d'envisager de faire des affaires dans un climat très différent. D'ailleurs, je disais tout à l'heure en préambule que CCLD avait rejoint le groupe actuel il y a quelques jours. On a clairement noué alors ce contact-là était bien antérieur, mais pour autant, on a noué des relations pendant cette période qu'on n'aurait pas noué auparavant. Un exemple tout bête, c'est ce partenariat entre Nomination et CCLD qui est né pendant le Covid. Et on en a d'autres comme ça qui sont nés. On a notamment mis en place un partenariat avec une société qui est spécialisée dans le digital learning et qui vient compléter notre offre sur la partie formation avec des outils d'académie digitale et de sales academy avec lesquels on collabore aujourd'hui, une vraie valeur ajoutée. Et c'est des sujets sur lesquels on n'aurait jamais pu se mettre au point autrement. Parce que le temps s'est un peu arrêté, on a pris davantage de temps pour échanger avec les autres et du coup sont nés des relations et des partenariats qui n'auraient pas pu naître autrement. C'est vrai. Non, et le fait qu'on ait, alors c'est un peu le paradoxe de ce manque de visibilité sur l'avenir, c'est que du coup, c'est un peu comme si tout redevenait possible en fait. Il y a tellement d'options du coup qui s'offrent à nous que, enfin moi je trouve ça plutôt stimulant, voilà. C'est vrai. Il n'y a pas d'autres questions, il y a juste un questionnement, parce qu'il nous reste 4 minutes. Il y a juste un questionnement donc, de certains membres participants qui nous disaient qu'ils n'étaient pas certains à 100% que ce climat de bienveillance était partout. Donc moi, je me suis permis de répondre en disant bah, c'est justement notre devoir individuel de continuer d'y veiller pour essayer de faire au mieux, parce qu'effectivement, il y a des secteurs qui sont plus en tension que d'autres, des décideurs qui sont peut-être plus sous stress que d'autres. Et notamment ce qu'a présenté Lionel, en dehors des outils digitaux de Serge, de Nomination, c'est notre devoir à tous individuellement pour prolonger l'effet, on va dire, pour que tout soit encore possible, de le faire à titre individuel du mieux qu'on puisse pour pouvoir avancer. Oui, il faut changer, faut s'habituer à changer, comme le dit Cyril, et s'habituer à changer, à se changer aussi. Dans ce contexte-là, il faut réellement apprendre à évoluer. On a beaucoup parlé des soft skills, j'y reviendrai pas, mais faire évoluer ces soft skills va être clairement un des enjeux fondamentaux. Si on se change pas, on pourra pas répondre aux changements auxquels on va nécessairement devoir faire face dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tout à fait. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous les participants, à tous ceux qui nous ont posé des questions et à ceux qui ne nous en ont pas posé. Merci. C'est avec un grand plaisir qu'on a animé ce webinaire sur une thématique d'importance. Là, on va clôturer. Le lien de replay sera disponible très prochainement. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup à tous et tous pour votre attention. Merci Laure pour l'animation. Merci Lionel. Merci, oui, bravo. À bientôt. Au revoir. Et merci Serge pour cette séquence en duo. C'était top. Welcome. À bientôt. À bientôt.